et j'ai aucune leçon à recevoir de mecs dont l'unique taf du militant a été de traiter plus de gens de droite que d'Antifa. Elle a dit qu'elle n'aurait pas pu vous embaucher, elle a eu cette petite phrase en sous-entendant que vous ne produisiez pas grand-chose. Je cite, le niveau de ce que je recevais de lui ne m'a pas mis la puce à l'oreille. Ça vous a fait quoi quand elle a dit ça? Est-ce que vous êtes senti lâché? Mais pas du tout, il ne s'agit pas d'être lâché là sur le pont, il ne s'agit pas du niveau de qualité, il s'agissait du niveau de quantité, voilà. Et encore une fois... C'est-à-dire en quantité vous produisez pas grand-chose, c'est ça? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de M6 Info. C'est marqué l'URSSAF, la CAF et le fisc auraient été escroqués pour 1,8 million d'euros par 4 membres d'une même famille. La fraude a été découverte après que l'un d'eux a été flashé à 247 km/h sur autoroute au volant d'une Ferrari. Cette Ferrari rutilante est désormais à l'arrêt forcé, immobilisée après un excès de vitesse colossal, 247 km/h sur l'autoroute. Intercepté par les gendarmes le 14 juin 2025 sur l'A7 au niveau d'Orange, le véhicule, une Ferrari Portofino d'une valeur de 210 000 euros, est immédiatement saisi, son conducteur interpellé. Mais du simple contrôle routier, l'affaire devient une enquête pour fraude sociale. Très vite, l'environnement du conducteur paraît trouble. Lorsqu'on roule dans un véhicule qui coûte plus de 200 000 euros et qu'on n'a aucun revenu légaux, on peut être en droit de se poser un certain nombre de questions. La Ferrari appartient en fait à une société que le conducteur gère lui-même avec sa mère, son frère et sa sœur. Les investigations sont approfondies et les enquêteurs découvrent que la famille a mis en place un système de fraude sociale. Leur société de BTP n'a jamais été déclarée, tous les revenus étaient perçus en liquide. Montant total de la fraude, 1,8 million d'euros. L'apparence donnée par cette famille était celle d'une famille totalement désœuvrée qui percevait un certain nombre d'aides sociales alors que leur train de vie, les biens qu'ils achetaient étaient en totale disproportion avec leurs revenus déclarés. Les 4 membres de la famille sont finalement interpellés le 9 février par une cinquantaine de gendarmes à Roquebrune-sur-Argence et à Montfermeil. L'opération permet de saisir 170 000 euros d'objets de luxe, des biens immobiliers estimés à plus de 600 000 euros, près de 13 000 euros en espèces et 67 000 euros sur des comptes bancaires. Les 4 mis en cause seront jugés devant le tribunal correctionnel de Draguignan en octobre prochain pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé. Ah ouais. Du coup, dans les commentaires, comment on peut frauder 1,8 million d'euros et pas se faire choper avant? C'est vrai, je me pose la question. Du coup, on enchaîne avec I Love Rap, et là c'est avec Le Motif, donc c'est lui le motif. Je vous ai déjà montré une séquence de lui qui parlait des labels, qui payaient des clips aux rappeurs, tout ça, il expliquait comment ils avaient des subventions. Ensuite, il a fait une vidéo pour expliquer comment créer un label, et maintenant, il a fait cette vidéo pour montrer, en tout cas pour balancer les chiffres de la musique. Faut savoir que lui, c'est un beatmaker et un producteur, donc il s'y connaît bien en musique, hein. Donc c'est marqué, ah ouais, Le Motif, il veut plus s'arrêter, ça balance les reçus de Universal Music. Mort de rire, il faut protéger cet homme. Il y a des gens qui veulent que je sorte des preuves, je vais faire mieux que ça, je vais vous sortir des reçus. Parce que le truc avec les aides et les subventions, c'est qu'ils sont obligés de rendre public la liste des fonds qu'ils ont reversés. Avec le nom des labels et le montant ressorti prêt, on va cliquer dessus. Les subventions attribuées par la SCPP en 2026. J'essaye pas de vous faire croire des choses, j'essaye de vous faire savoir les informations pour que vous puissiez prendre des décisions plus informées. Rien qu'en février 2026, et février n'est même pas terminé. Voici la liste des aides qui ont été accordées par la SCPP, tu sais, pour aider les producteurs à payer des enregistrements. Des aides, des subventions, donc ça vient de l'État, c'est l'argent de l'État, donc notre argent les mecs, hein. Des vidéoclips, etc. On voit les montants, il y a de tout, hein. Il y a des petits montants, genre 1700, il y a des plus gros montants, genre 16 800, il y a même des très gros montants du style 69. Quoi? Attends, quoi? 69 560 euros, 66 133 euros, 145 850. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? En fait, ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi si tu avais fait un dossier et que tu l'avais présenté. Ça aurait pu être toi, mais c'est pas toi. En plus, là, les aides que je vous ai montrées, techniquement, ce sont des droits de tirage. Et elles ont... C'est encore une autre magouille. Tu vois, les droits de tirage... Franchement, l'État, c'est une foutue passoire. Il y a notre argent et ça ruisselle chez tout le monde, à part nous. Du coup, on enchaîne avec Psychodélique. Alors là, les mecs, je suis tombé sur cette séquence, plutôt, on me l'a envoyé. Donc, on m'a montré qu'il y avait un streamer qui avait dit qu'il avait, l'adresse de l'école des enfants de Psychodélique et qu'il avait les heures, à quelle heure ils finissent, etc. Vous le savez, hein, pertinemment que moi, Psychodélique, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, hein. Il fait même partie du top 3 des youtubeurs que je n'aime pas. Mais franchement, là, la sous-merde qui est en train de parler dans la vidéo, franchement, j'espère qu'il va porter plainte. J'espère que ce mec-là, il va se faire choper. C'est une dinguerie de dire ça, les mecs. Regardez.
psychodélique, à un moment j'ai chopé l'emploi du temps de l'école primaire de ses enfants. Je savais à quelle heure il finissait l'école, et quel jour. Et j'avais l'adresse aussi, bien sûr. J'en fais rien, mais je l'ai. C'est une dinguerie, les mecs. Donc là, c'est des menaces à peine dissimulées, les amis. À peine dissimulées. Il dit, je n'en ferai rien. Mais en fait, quand il dit ça, premièrement, il cherche quoi? C'est un dégénéré, ce mec. Parce qu'en plus, il y a des gens qui le suivent, qui doivent se dire, bah en fait, c'est facile d'avoir l'adresse de l'école, etc., des enfants de psychodéliques. Toi, des gens qui n'aiment pas psychodéliques, qui sont tellement cons qu'ils vont aller s'attaquer aux enfants, tu vois. Et déjà, s'attaquer à psychodélique, ça veut rien dire, les mecs. Hein. C'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un qu'il faut s'attaquer à lui. Attaquez-vous à ses idées, en débattant, en faisant des vidéos ou des posts pour débunker, pour montrer que ce qu'il dit, c'est de la merde. Mais ne vous attaquez pas physiquement à lui, ni à ses enfants, encore moins. Donc j'espère que Psychodélique va porter plainte contre cette merde, tu vois, vraiment. Et c'est à cause de ce genre de dégénéré que je suis obligé d'envoyer ma force à Psychodélique pour ça, tu vois. Tout simplement, ça c'est la base, hein, les mecs. Hein. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Du coup, on passe sur le compte du collectif Nemesis qui ont posté ce tweet le 13 février. Donc hier, elles ont marqué un jeune homme entre la vie et la mort. Hier, un des garçons venait assurer la sécurité de nos militants. Donc hier, donc c'était le jeudi 12. Ça s'est passé le jeudi 12. Donc hier, un des garçons venait assurer la sécurité de nos militants lors de leur action à Lyon a été lynché par des nervis de la jeune garde de Raphaël Arnaud. Le déchaînement de violence était tel qu'il est actuellement entre la vie et la mort. Nous prions de toute notre force pour que ce jeune homme s'en sorte. Trop c'est trop, la jeune garde doit payer une bonne fois pour toutes. Du coup, il y a Camille Abderrahmane qui répond à ce tweet en disant « L'entourage de Quentin en voudrait énormément à Alice Cordier et au collectif Nemesis. Ce sont elles qui l'ont recruté récemment et qui l'ont contacté directement pour lui demander de faire partie du service de sécurité pour ce happening qui devait perturber la conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Ils auraient fait savoir au collectif Nemesis qu'ils sont totalement opposés à la surexposition du drame qu'ils sont en train de vivre. Quentin est un jeune étudiant en maths de 23 ans, présenté comme nationaliste et catholique, mais non violent. Il est toujours entre la vie et la mort. Donc ça a été posté encore hier, le 13. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il a continué. Ouais, c'est toujours le 13. Il a dit, ça se confirme, elles savent qu'ils n'avaient strictement rien à faire dans leur service de sécurité. Vous allez voir qu'elles vont arrêter d'en parler tout doucement. L'enquête devrait révéler encore beaucoup de choses. Et là, il met des screens. C'est quoi ces screens? Attendez. Merde, vous voyez pas tout, je vous mets le screen à l'écran, donc c'est qui? Mathilda Nemesis. Que ce soit clair, ce sera le seul et unique post que je ferai à ce sujet. Quentin est un jeune homme extrêmement courageux qui n'a pas hésité une seule seconde à se dévouer pour protéger nos militants. C'est ce que font les gens qui incarnent leurs idées. Il n'a pas baissé les yeux. Je vois quelques tweets provenant principalement des couilles molles anonymes qui osent nous faire porter la responsabilité de son assassinat. Ah donc il est mort, les mecs. En fait, il est mort. Là, c'est Alice Cordier, attendez, vous voyez pas. Un membre de notre sécurité est entre la vie et la mort. Après l'action de Lyon, il a été lynché par les antifas de la jeune garde. Son pronostic vital est engagé. Il est mort ou pas? Attendez, parce que j'avais vu un autre tweet. Du coup, là, c'est avec Marcel D. C'est marqué rien ne va plus pour Alice Cordier depuis la mort. Ah oui, il est mort. Merde. Donc, paix à son âme, les amis, hein, paix à son âme. Depuis la mort de Quentin, elle s'énerve de voir que dans son propre camp, les critiques fusent. Elle affirme notamment Quentin savait très bien ce qu'il faisait. Tous les mecs qui font notre protection savent très bien ce qu'ils font. Arrêtez d'essayer de nous faire culpabiliser. Autrement dit, pour elle, la faute incomberait à Quentin et à ses militants. Il n'y aurait aucune responsabilité de la direction de Nemesis de savoir si ceux qui viennent la protéger en ont réellement les capacités et de s'assurer qu'ils ne se mettent pas en danger inutilement. Et là, il y a une vidéo. Attendez, on va l'écouter. Et j'ai aucune leçon à recevoir de mecs dont l'unique taf du militant a été de tarter plus de gens de droite que d'antifa. Quentin, c'était quelqu'un de courageux, d'ailleurs j'ai encore parlé au présent, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé intimider, qui n'a pas baissé les yeux. Et franchement, s'il y avait eu plus de mecs comme ça à nous soutenir dès le début, je peux vous assurer qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je peux vous l'assurer. On n'a pas à nous faire culpabiliser. La seule violence, elle vient des militants antifascistes. Quentin, il savait très bien ce qu'il faisait. Tous les mecs qui font notre protection savent très bien ce qu'ils font. Donc arrêtez d'essayer de nous faire culpabiliser. Vous êtes des militants d'internet et quand vous étiez militants dans la rue, vous n'avez pas fait grand chose. Donc merci de nous laisser tranquilles. Attendez, je vais demander à ChatGPT une fois si le Quentin, malheureusement, il est décédé ou pas. Parce qu'il peut me trouver vite l'information. Je vais pas aller fouiner dans Google. Dis-moi si Quentin, la personne de la sécurité de Nemesis, est décédé de ses blessures ou pas.
Alors. Il m'a sorti des articles, voilà, pour que vous voyez que je mens pas, hein, au cas où. Agression d'un jeune homme, la situation actuelle au moment des dernières infos fiables, d'après les médias sérieux. Les plus récents, du 14 février 2026, Quentin, 23 ans, grièvement blessé et en état de mort cérébrale et dans un état jugé désespéré par sa famille et son avocat. Vraiment force à la famille et je sais même pas quoi dire, désolé. Ah ouais. Du coup, on enchaîne avec France Info et là c'est avec Julien Doul qui va répondre à un journaliste qui va lui poser la question comme quoi Marine Le Pen l'aurait lâché. Regardez. Vous vous êtes donc retrouvé de nouveau sur le banc des accusés avec Marine Le Pen. Où en est votre relation? Est-ce que vous diriez que votre relation s'en renforcée? Ma relation avec qui? Marine Le Pen. C'est une relation de fidélité qui a été constante. C'est une relation qui est basée d'une part sur l'admiration que je lui porte, parce que c'est une femme d'État, c'est une femme courageuse, c'est une femme résiliente, et je souhaite vivement qu'elle puisse se présenter à l'élection présidentielle. C'est une relation, comme bon nombre de mes collègues, comme bon nombre surtout l'immense majorité des électeurs du Rassemblement national, qui voient en elle une espérance et une alternative pour notre pays. Et pourtant, lors du procès, elle a dit qu'elle n'aurait pas pu vous embaucher. Elle a eu cette petite phrase en sous-entendant que vous ne produisiez pas grand-chose. Je cite, le niveau de ce que je recevais de lui ne m'a pas mis la puce à l'oreille. Ça vous a fait quoi quand elle a dit ça? Est-ce que vous êtes senti lâché? Mais pas du tout. Mais il s'agit pas d'être lâché là sur le ton. Il s'agit pas du niveau de qualité. Il s'agissait du niveau de quantité. Voilà. Et encore une fois. C'est-à-dire en quantité, vous produisez pas grand-chose, c'est ça? Mais c'est pas la question. Déjà, j'étais pas à son cabinet quand je suis arrivé au Front National. Je me suis expliqué, donc on va pas revenir dessus. Moi, je suis toujours évidemment dans une relation de fidélité. Elle vous a pas lâché. Que c'est réciproque. C'est interprété comme un lâchage. Mais non, mais bon, mais peu importe. Mais encore une fois, les commentaires, moi, ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle puisse être demain notre candidate et après-demain notre présidente de la République. J'espère qu'elle vous nommera ministre si jamais elle était le président de la République. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées, beaucoup plus compétentes qui pourront occuper un certain nombre de postes. Moi, je suis pas engagé au Rassemblement national pour être ministre. Je suis engagé pour la victoire de mes idées. Voilà. Je suis engagé évidemment pour mes concitoyens dans l'Yonne qui m'ont fait confiance en m'élisant 2 fois député. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sorte notre pays de l'ornière et c'est qu'on redresse durablement la France à partir de 2027. Au moins, Marine Le Pen, elle sait que ce mec, il est éclaté au sol. C'est comme le mec qu'on a enregistré en train de rigoler sur la mort d'un agriculteur. C'est le même mec qui a fait pleurer un enfant parce que sa mère, elle était avec un voile. Et c'est aussi le même mec qui n'arrivait pas à condamner ou dire qu'il n'allait plus aller chez Morandini avant que Bardella lui dise de plus aller. Une cata celui-là. Du coup, on passe sur le poste de Vaudé Toujours qui a marqué en France, quand 10 milliardaires contrôlent l'essentiel des médias français, ce n'est plus un contre-pouvoir, c'est un pouvoir. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs, tous ces musulmans, enfin ces arabes, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur. Sur le plateau, des sourires amusés face à ces propos qui, il y a encore quelques années, auraient suscité à raison une indignation générale. Comment en est-on arrivé là? C'est le produit d'un écosystème médiatique qui, petit à petit, a imposé au pays tout entier son agenda politique réactionnaire. Aujourd'hui, 10 milliardaires contrôlent l'essentiel des médias français, ce qui devrait être un contre-pouvoir démocratique et donc confisqué par quelques-uns qui façonnent ce que des millions de personnes voient, entendent et lisent chaque jour. Bernard Arnault contrôle Le Parisien, Les Échos et depuis peu Challenge, soit des titres centraux de la presse économique. Rodolphe Saadé a racheté La Provence et La Tribune, mais aussi BFM TV, RMC et le média vidéo Brut, s'offrant ainsi une place dominante dans l'information en continu. Vincent Bolloré, quant à lui, s'est bâti un véritable empire médiatico-culturel, de CNews à Europe 1, le Journal du Dimanche, Canal+, Paris Match, mais aussi des entreprises clés de l'édition, de la communication, des jeux vidéo, des salles de spectacle, sans oublier les boutiques relais qui équipent tous les aéroports et gares du pays. Et ces 3 milliardaires aiment tellement l'information qu'ils se sont associés pour racheter l'École supérieure de journalisme de Paris. Derrière tous les logos, ce sont en réalité toujours les mêmes intérêts économiques, ceux d'une classe, les ultra-riches. 80% de la fortune des milliardaires français est héritée. Ceux qui possèdent aujourd'hui l'information sont donc les héritiers d'un système économique et social qu'ils ont tout intérêt à défendre. Et ça les arrangerait si on pouvait éviter de rappeler que Bernard Arnault a détruit la filière textile du nord de la France pour construire son empire du luxe. Que Vincent Bolloré tient sa fortune néocoloniale de contrats corrompus en Afrique. Ou encore que Rodolphe Saadé a engrangé 18 milliards de dollars de bénéfices en 2021 grâce à l'explosion des tarifs du transport maritime, directement responsable de l'inflation sur les produits alimentaires. Aucun ne souhaite non plus qu'on rappelle leurs responsabilités majeures dans la catastrophe écologique qui nous menace tous. 63 milliardaires français polluent autant que la moitié de la population, et ça seulement via leur patrimoine.
parce qu'ils l'investissent à nos dépens dans les industries les plus polluantes. Du coup, on passe sur le poste de Actupol, c'est marqué ça devient physique, un nouveau cap franchi ce matin par Pascal Praud sur CNews. Dans les heures de pro, il s'en prend violemment au Premier ministre Sébastien Lecornu. Je n'en peux plus de ces petits marquis, je n'en peux plus de leur ton, maintenant ça devient quasiment physique. Alors moi je vais dire les choses comme je le pense. Je n'en peux plus de ces petits marquis. Je n'en peux plus de leur ton. Vraiment, je n'en peux plus je sais pas ce que vous en pensez, André Valigny, je n'en peux plus de leur ton. Maintenant, ça devient quasiment physique. Je ne peux plus les entendre. Mais je peux pas vous dire autre chose. Pour qui se prennent-ils ? Mais... Je veux dire, ce sont des gens qui sont payés par nos impôts, on pose des questions et on se fait insulter. Je n'en peux plus. Et je suis pas le seul, hein. Alors moi, je vais dire les choses comme je le pense. Alors, du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi ? Lecornu ne bouffe pas ses crottes de nez comme ce grossier monsieur. Peut-être que ces règles, qui ont pu être adaptées hier, ne le sont plus aujourd'hui. En tout état de cause, je crois que beaucoup de Français ne comprennent pas cette décision. Et moi, aujourd'hui, si je dois être très honnête, je ne sais pas le respect. Il a même craché ensuite, hein, le salaud. Du coup, Eugénie Bastille, vous n'avez pas honte d'aller bavarder avec cette fausse sceptique. Du coup, on enchaîne avec Kunta Benenkinte, là ça parle de l'affaire Epstein, pas Epstein, et c'est marqué BFM invite cet après-midi ce prof de Sciences Po, Fabrice, je vais pas dire le nom sinon je vais l'écorcher, pour mettre un peu de clarté dans l'affaire Epstein et le complotisme que ça génère. Mais ce mec qui a l'air de connaître le sujet remet une pièce dans la machine et ils sont tous mal à l'aise sur le plateau. Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressant là-dessus. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, vraiment ? Oui. Mais c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous c'est banal ? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, moi, excusez-moi, je ne connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels. Vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la Commission Church aux États-Unis, qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation d'opinion publique, assassinat politique. Donc pour vous, c'est pas cette affaire Epstein, finalement, c'est dans la lignée des choses, ça ne vous étonne pas ? Epstein, dans l'histoire, était, entre son passage à Bernstein et le moment où il est devenu indépendant, était l'un des grands magiciens de la finance de l'époque pour déplacer des fonds occultes, ce qui à l'époque n'était pas quelque chose que les services de renseignement maîtrisaient, c'est pour ça qu'il apportait des compétences précieuses, et puis il avait une compétence clé, qui mettait en avant dès sa première entreprise à sa sortie de Bernstein, qui était récupérer les fonds cachés par des dictateurs, de façon à récupérer des produits financiers. On trouve même les traces de cette activité sur les fonds de Muammar Kadhafi, en Libye, où il échangeait dans les emails qui ont été récemment mis sur la place publique, des intentions avec un partenaire d'affaires pour récupérer les avoirs de la Libye et avoir des commissions de l'ordre de $1 milliard là-dessus. Donc l'origine de sa fortune est plutôt liée à ça. Donc vous arrivez à quelle conclusion, pardon ? Que c'est comme ça que fonctionnent les démocraties. Alors, Aude Loriot, je vous vois depuis tout à l'heure effectivement être assez... À moins qu'on soit devenu blanc comme neige depuis cette époque. Alors on va écouter Aude Loriot vous répondre. Non mais c'est pas ça, mais c'est juste... Là on parle aussi de pédocriminalité. Mais on s'en fout, c'est un détail. Mais c'est pas un détail du tout. On peut pas dire que ça soit un détail, la pédocriminalité. C'est pas du tout un détail. De ce que ça révèle. Excusez-moi, des dizaines et des milliers de victimes dont on retire le passeport et qui sont violées, c'est pas un détail de l'histoire. Si, c'est un arbre qui cache la forêt. Le réel problème qui pose problème aux démocraties, c'est le fonctionnement interne dans lequel ces filles sont juste une façon de faire du business. À l'époque du Safari Club, les jeunes filles étaient dans l'apanage du fameux Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui était le grand chef d'orchestre de tout ça et qui donnait des fêtes prestigieuses. Bon. Alors effectivement, pour les Français qui vous écoutent, Raphaël Grabi, on a l'impression qu'effectivement tout ça fait partie d'un grand système et déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment. Mais c'est pas du complotisme, c'est documenté. Il y a une douzaine de bouquins qui parlent de ça. Des bouquins écrits par des confrères à vous, comme Christine Ockrent dans les années 80, qui a recueilli les mémoires du patron des renseignements français de l'époque. Bon, alors on va laisser la parole à Raphaël Grabi. Vous pensez effectivement, Raphaël, que ce système ne date pas d'hier, finalement ? C'est pas... Enfin, je suis un peu gêné par ce qu'il a dit. C'est l'histoire, Raphaël. Alors, c'est dans les livres d'histoire ce que je viens de dire. Alors lui, il est vraiment pas venu pour bégayer. Du coup, on enchaîne avec Tronfac News, c'est marqué Alerte Info. La Norvège vient de faire ce que le reste du monde ne fera pas. L'ancien Premier ministre Thorbjørn a été placé en détention aujourd'hui après avoir perdu son immunité en raison de ses liens avec Epstein. Il n'y a pas un autre pays qui a mis quelqu'un en détention avec les dossiers Epstein. C'est une folie en vrai de vrai. Première véritable arrestation liée à ce scandale. Les nouvelles révélations dans l'affaire Epstein continuent d'avoir des répercussions en Europe. Ce jeudi, la police norvégienne a perquisitionné les propriétés de l'ancien Premier ministre Thorbjørn Jagland, formellement soupçonné de corruption aggravée dans le cadre de ses contacts passés avec le criminel sexuel.
Une enquête a été ouverte après la publication de nouveaux documents en janvier, suggérant que le diplomate norvégien et ou sa famille avaient séjourné ou passé des vacances chez Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018, une époque où Thorbjørn Jagland était président du comité Nobel. Les perquisitions ont été rendues possibles grâce à la levée de son immunité par le Conseil de l'Europe, où il a occupé le poste de secrétaire général de 2009 à 2019. Lors de son passage à Strasbourg, Thorbjørn Jagland a été accusé à plusieurs reprises par les médias norvégiens et internationaux d'être trop servile envers le Kremlin. Après l'invasion de la Crimée en 2014, la Russie a été soumise à des sanctions électorales, mais en 2019, le diplomate norvégien a été le fer de lance des efforts déployés pour rétablir les droits de vote de Moscou. En Norvège, plusieurs personnes sont citées dans cette affaire, dont la princesse héritière Mette-Marit, qui avait notamment emprunté une propriété appartenant à Jeffrey Epstein à Palm Beach pendant plusieurs jours en 2013. Ok, du coup, on termine avec Alain Soral. Donc c'est marqué, voici l'extrait qui a fait bondir le ministre de l'Intérieur. Dans tout le documentaire Netflix en 5 parties, je crois, le mot juif n'est jamais prononcé, alors que l'affaire Epstein, comme réseau avec une action précise, c'est 100% juif. Mais le mot n'est jamais prononcé. Hein. Imaginez que si c'était des italo-siciliens, ça serait, voilà, on dirait c'est du réseau italo-sicilien, ou si c'était des catholiques, on dirait c'est du catholique papiste. Là, le tropisme juif n'est jamais évoqué. Dans tout. Alors les mecs, je sais pas s'il dit la vérité, hein. J'ai pas vu le documentaire Epstein sur Netflix, si c'est vrai qu'il ne prononce pas le mot juif. Dans les commentaires, ça nous dit quoi? Alors, j'imagine même pas si c'est chinois. Ariane de Rothschild a-t-elle encore envoyé un mail? En plus, pour masquer un peu l'affaire, les médias aux ordres prononcent Epstein à la place de Epstein. En Big 2026, ça cite du Soral. Voilà la liberté d'expression censurée. La vérité sera connue. Soral, il finit Cluedo sans les règles. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. Et moi, j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, donc à vous d'écrire. Ciao tout le monde.